Donc, bonjour à tous. D'abord, je suis ravie de vous accueillir au sein de la faculté de médecine pour cet après-midi à passer ensemble pour la soutenance de l'habilitation à diriger les recherches de Flora Bassel. Et ravie à double titre parce que c'est important, je crois, qu'on scelle pour le futur une collaboration ou un partenariat entre la discipline de philosophie et la discipline de médecine et plus largement sur les sciences humaines parce que nos étudiants en médecine en ont grandement besoin. J'espère que ce sera le top départ. Voilà, et puis aussi, le plaisir de vous accueillir dans cette salle un peu majestueuse où nous faisons habituellement nos soutenances aussi en médecine. Donc, j'ai en plus l'honneur et le devoir d'être la présidente du jury. On m'a expliqué quoi ça consistait, puisque c'est la première fois que dans votre discipline, je ne fais pas. Et donc, je vais avoir à cœur de faire respecter le temps de parole de chacun. Donc, chacun a 20 minutes de temps de parole, votre présentation et puis ensuite les interventions des membres du jury. Voilà, donc je crois qu'on peut commencer, c'est tout dit? On peut commencer. Vous avez la parole. On va tourner l'ordinateur. Oui, mais on est ici. C'est bon. Merci, Madame la Présidente. Et je tiens à vous remercier, Madame la Doyenne, de nous avoir permis de tenir cette soutenance dans les locaux de la faculté de médecine. Mesdames et Messieurs les professeurs, je vous remercie du temps que vous avez consacré à mes travaux et que vous allez encore y consacrer aujourd'hui avec cette soutenance. Mon travail de recherche s'est avant tout appuyé sur l'étude des textes d'Emmanuel Lévinas. Aborder la phénoménologie à partir d'une inspiration lévinassienne, c'est directement se confronter à ses limites et aux problèmes que pose la méthode. La place de la théorisation dans l'approche du phénomène renvoie à la tendance de la philosophie à vouloir proposer un système de pensée qui réponde aux problèmes. Étudier Lévinas a été l'occasion pour moi d'apprendre une autre voie pour la philosophie qui s'applique à penser l'expérience sans chercher à la systématiser et qui élabore des questionnements sans chercher à les résoudre. C'est ce qui m'a conduite dans la recherche à considérer que la pensée peut se nourrir de la fouille et de l'analyse de l'expérience en n'effaçant pas ce qu'il y a d'exceptionnel dans l'expérience singulière. C'est dans ce sens que j'ai décrit ma démarche comme celle d'une microphilosophie, c'est-à-dire comme une analyse phénoménologique qui cherche à rendre justice à l'expérience, sans pour autant la ramener au rang d'illustration d'un système. Il s'agit de chercher à décrire, dans les détails des articulations éphémères, pour ouvrir le champ des modalités possibles et proposer d'observer différentes versions de la dynamique de la relation et de la subjectivation. Mon parcours d'inspiration lévinassienne m'a amené à interroger les analyses et les applications qui se retrouvent chez Husserl, chez Merleau-Ponty et surtout chez Malviny, pour les renouveler et produire une réflexion éthique qui s'inscrit dans la pluridisciplinarité avec notamment les objets de la psychopathologie, du soin palliatif et du soin critique. Le point auquel arrive ma recherche dans mon texte inédit se concentre sur la question de la mise à l'épreuve du processus de subjectivation en révélant que sa définition dans les textes de référence ne suffit pas à recouvrir le sens que les gestes de soins critiques font émerger. Lorsque j'ai eu à reprendre le déroulement de mon parcours en philosophie pour rédiger le mémoire de synthèse, il m'a semblé que le point central qui réunissait chacun de mes travaux se trouvait dans la notion de sphère intermédiaire proposée par Emmanuel Lévinas dans son texte Une religion d'adulte, et que j'ai reprise et prolongée dans l'analyse des soins sous la désignation de phénomène de l'ensemble, dans mon texte inédit.
La sphère intermédiaire, c'est pour Lévinas ce qui désigne, sans la décrire, la relation entre deux sujets constitués, une relation qui dépasse leur séparation sans pour autant l'annuler. Cette idée de la sphère intermédiaire s'impose à lui lorsqu'il cherche à comprendre comment Moïse a pu recevoir la Torah des mains de Dieu sur le mont Sinaï. Moïse et Dieu, que tout sépare, qui appartiennent à deux mondes différents, à des modalités différentes d'advenue, se retrouveraient pourtant ensemble, dans un même lieu, au même moment, pour que l'un puisse transmettre à l'autre la loi de la communauté. C'est comme une énigme que cette scène se pose pour Lévinas, parce qu'elle porte en elle tout le mystère de la relation entre les différents. De la même manière que le mystère qui lie Moïse et Dieu peut apparaître impossible à théoriser, la difficulté pour penser la relation entre humains, c'est qu'elle apparaît à tous les coups comme la rencontre entre deux entités déjà constituées, déjà séparées, et c'est bien ce qui la rend incompréhensible. Dans la relation, comment autrui pourrait traverser les couches d'identité que le sujet s'est constitué sans faire vaciller l'unité et l'autonomie de son existence. Ce que j'ai toujours essayé d'interroger dans mes travaux, c'est la relation, l'intersubjectivité, parce que c'est précisément ce qui m'a semblé résister à la pensée. Que signifie être un sujet? C'est déjà une question importante, mais que signifie être un sujet dans la relation avec autrui? C'est une question encore plus périlleuse à affronter. Cette question ne concerne pas seulement l'analyse de la subjectivité ou de l'intersubjectivité, mais il s'agit d'explorer l'hypothèse d'un lien fondamental qui peut nous unir les uns aux autres en deçà de la construction d'une sphère subjective. Et il m'aura fallu longtemps, depuis la rédaction de mon projet de doctorat en 2003, pour parvenir à élaborer cette question à laquelle je tiens, en lui donnant une nouvelle forme, une forme reposant sur l'analyse phénoménologique de la scène de soins critiques. Aborder cette question de la possibilité de la relation à partir du soin ne consiste pas à reprendre des poncifs, à dire que soigner, c'est créer une relation, ou que le soignant a accès à la vulnérabilité du patient, ou que le soignant serait à tous les coups touché par cette vulnérabilité. Mon hypothèse est que si les savoirs et les savoir-faire soignants insufflent aux soins une dimension qui échappe aux pensées de la subjectivité, c'est parce qu'à partir des techniques du soin, les soignants inventent une manière d'exister dans un ensemble. Depuis ma place de phénoménologue, la question posée par le soin n'est ni celle de l'amour, ni celle de la sollicitude, ni celle de la bientraitance. À vrai dire, je ne me suis pas posé la question du pourquoi, mais celle du quoi. Que se passe-t-il dans l'acte de soin? La question est encore la même que celle de l'intersubjectivité, celle du devenir subjectif, voire celle de la genèse de la subjectivation. Comment se fait le travail avec la vulnérabilité extrême des patients? Qu'est-ce qui se joue dans l'acte hautement technique du soin critique, si ce n'est, en même temps que le combat contre la mort et contre la souffrance, la lutte pour la poursuite de l'existence? La vulnérabilité que le soin critique conduit à penser n'est pas une vulnérabilité théorique ou une simple exposition du patient au soignant, mais dans la dimension concrète du soin, il y a quelque chose qui dépasse le pensable. Il y a dans l'état critique du patient quelque chose qui dépasse notre manière de produire un monde et de se produire comme sujet. Pour le patient, il y a une mise à nu, une rupture complète de tous les codes sociaux, de toutes les constructions identitaires et en fait de tout ce qui habituellement peut nous protéger de la violence du réel. L'état critique du patient met en suspens l'idée même de l'existence.
Il questionne ce qu'exister veut dire parce qu'il l'oblige à voir que cette idée d'existence repose sur l'assemblage de récits concernant notre histoire, notre corps ou notre vie. Si habituellement le décalage entre ce qui est pensable et ce qui advient engage le sujet à glisser sur toutes les aspérités qui pourraient lui révéler cette dimension fictionnelle de ce qu'il adopte comme lui, comme son identité, comme son autonomie, comme son existence, l'état critique est une rupture de cette modalité habituelle. La situation du soin critique met en évidence la rupture de cette construction, tout en conduisant le soignant à se confronter à ce vécu fracturé, à ce vécu morcelé, au vécu d'une incapacité intime à se vivre comme sujet. On peut se demander si, dans les soins critiques, la personne en situation d'inconscience ou d'incapacité complète est encore un sujet. Alors qu'elle n'est plus en mesure de se raconter, qu'elle ne peut plus tenir de discours performatifs, ou qu'elle n'a plus accès à la perception et à la construction d'un monde au sens de la phénoménologie, l'exposition du corps à la violence du réel physiologique de la maladie, au fait de n'être que de la chair et que cette chair, pour être animée, soit dépendante de l'acte du soignant, est-ce que ça fait encore d'elle un sujet? Ce que le geste de soin critique permet de découvrir, c'est que notre idée habituelle du sujet peut avoir des limites dans cette situation concrète. Car si être un sujet se résume à cela, à savoir se raconter, se situer, percevoir et constituer un monde de manière autonome, alors on pourrait dire que non, le patient en état critique n'est plus un sujet. Mais cette manière de penser le sujet, portée par une partie de la tradition philosophique, ne suffit pas pour décrire ce que traverse le patient. Et ne suffit pas non plus pour décrire ce que fait le soignant. L'expérience du soignant en service de soins critiques dépasse cette conception du sujet et de l'intersubjectivité et permet d'ouvrir une autre voie pour la description de ce que signifie advenir en tant que sujet. Il s'agit donc de dire que l'existence subjective de l'individuation et de l'autonomie n'est pas une modalité unique de l'existence. En effet, ce que l'observation et l'analyse du geste soignant permet de penser, c'est qu'il y a une autre voie, une modalité de subjectivation qui n'est pas celle de l'autonomie, une manière d'advenir et d'exister qui n'est pas celle de l'unité séparée, mais qui se noue dans la relation avec le soignant. Cette autre voie, pour la subjectivation, se révèle dans l'inefficience des concepts traditionnels dans la situation où vivre et exister ne coïncident pas pour le patient. Cette autre voie émerge de l'acte de soin. C'est la manière par laquelle le soignant s'associe dans son soin au patient, où il s'engage dans le soin jusqu'à s'engager pour l'existence du patient, pour que son existence ne s'effondre pas dans le gouffre de la maladie, du coma, de la perte de soi-même et de la perte du monde. Le phénomène de l'ensemble, qui est au cœur des analyses de mon texte inédit, n'est pas un phénomène au sens où il serait visible, au sens où il se présenterait à la perception. Il ne se montre qu'à travers l'analyse de l'acte de soin. À vrai dire, je n'ai pas fait l'hypothèse d'un phénomène de l'ensemble avant d'avoir analysé chacun des 4 entretiens que je présente dans mon texte inédit. Ce sont les entretiens et leurs analyses qui m'ont informé sur ce phénomène. Au départ de mon travail, je m'intéressais surtout aux différences de vécu de la temporalité dans les soins. Et je cherchais une manière de faire le lien avec la diachronie chez Lévinas. Mais les entretiens m'ont permis de faire émerger l'idée de l'ensemble qui pourrait se dire comme un exister à deux, une existence partagée entre 2 personnes, un exister ensemble. C'est-à-dire que là où on conçoit habituellement qu'il n'y a de la place que pour un, il y a 2. Le phénomène de l'ensemble désigne le mouvement de la relation
avant la relation intersubjective, avant la séparation, un moment de la relation qui pourrait en même temps se décrire comme le point de genèse du mouvement de subjectivation et en même temps ce dont chacun d'entre nous porte la trace à l'endroit de sa propre vulnérabilité. Avec l'étude de ce phénomène, qui est noué dans la relation de soins, en tant qu'articulation exceptionnelle de l'un à l'autre, associée à la dimension hautement technique du soin critique, cette recherche vise à renouveler le regard porté sur ce qu'on appelle la subjectivation. Ce que je veux montrer, c'est que la dépendance extrême du malade conduit le soignant à inventer des stratégies de suppléance à l'existence. Et en inventant une nouvelle manière pour le malade d'advenir comme sujet, le soignant se mêle à l'existence du patient, il fait corps avec lui, il participe à son devenir, à sa construction et à sa présence dans un monde. Il tient avec lui dans un ensemble. Les 4 soignants que j'ai interrogés font cela, sans même y avoir pensé. Sans avoir envisagé que leurs actes de soins ne contribuent pas seulement à la survie ou, par exemple, à combattre les effets iatrogènes de la réanimation, mais aussi à maintenir le malade dans un monde et dans une existence. L'importance de l'acte de soin, qui vient soutenir l'existence dans la situation critique, ne réside pas seulement dans le questionnement de l'état de survie, mais elle désigne les contours d'une advenue du sujet plus fondamentale que l'automouvement de subjectivation, à travers le dévoilement d'une subjectivation qui ne peut naître qu'à partir de l'ensemble. C'est-à-dire que l'ensemble se constitue comme une existence à plusieurs et l'émergence d'un geste de subjectivation ne peut tenir que dans la trace de cet ensemble. Dans cette perspective, la signification de l'existence subjective devient indissociable de son inscription dans l'ensemble, parce que parler de l'ensemble, c'est parler d'une sorte d'archéologie de notre subjectivation traditionnelle. Il s'agit d'un dépassement des limites de l'individualité, une proximité par-delà la proximité qui s'établit sur la base de la pratique technique. Si le phénomène de l'ensemble m'a d'abord semblé se composer d'un entremêlement des fils de l'existence, notamment les liens temporels soutenus par la main de l'infirmier, on peut ajouter à cette description une relation à la signification de l'existence. Il ne s'agit pas d'une explication ou d'une explicitation de l'existence de l'autre, mais il s'agit de sentir l'autre ou de tenir avec l'autre, autrement dit, un soin en tant qu'assistance ou même substitution aux fonctions existentielles que l'autre n'est plus en mesure d'assumer. Les analyses des 4 entretiens ont montré que ces infirmiers, en identifiant le risque dans lequel se trouvent les personnes qu'ils ont à soigner, s'engagent dans une relation d'ouverture à l'autre, par et pour l'autre, qui repose à la fois sur la situation de dépendance et de suppléance existentielle. Dans la première analyse, avec elle, il s'agit par l'échange de découvrir les habitudes relationnelles qui réouvrent l'unité du soi-même pour permettre un temps de repos au patient, pour qu'il se retrouve, pour qu'il s'identifie, malgré l'hostilité de son exposition aux soins. Dans la pratique de G, c'est la construction d'un monde voulu familier, prêt à accueillir le patient à son réveil du coma, qui tend à le faire accéder à la familiarité avec lui-même, à le porter dans un monde où il est attendu et accueilli. Dans la pratique de P, elle donne à voir que la suppléance médicale pour la survie de l'enfant va de pair avec le soutien du parent en vue de donner une place à l'existence de cet enfant, de le faire naître à nouveau, à la fois en tant qu'enfant de son parent et en tant que membre de la famille existant ou ayant existé. Et dans le soin de K, on trouve l'idée de faire une place à la parole du défunt afin de le faire en quelque sorte advenir comme une partie de l'histoire familiale
dont l'absence n'efface pas la présence passée. La notion de suppléance est à chaque fois étendue du soin vital ou corporel vers une dimension existentielle où c'est la place au monde du patient et pas seulement sa vie qui est mise en question. Pour ces 4 soignants, le phénomène de l'ensemble n'intervient pas en complément des pratiques de soins habituelles, mais il exprime une part du sens qui porte le soin dans sa propre dynamique et qui consiste à assister autrui dans son existence, dans une forme d'existence renouvelée par sa situation d'incapacité. Le soin est souvent décrit à partir de protocoles et de procédures standardisées relevant d'une recherche de qualité et d'égalité par les institutions de santé. Pourtant, le discours de chacun de ces soignants a mis en évidence de manière répétée la place décisive que leur pratique doit à l'écoute de la singularité des patients et de leurs proches. Le phénomène de l'ensemble, qui est entrevu dans l'acte de soin, laisse penser que chez ces soignants, une conception du soin comme dédicace à la recherche de l'autre, comme immersion dans le foyer de l'autre, et création d'un soin qui non seulement invente sa propre trame à mesure de son geste, mais qui trouve les fils qu'il noue auprès de l'autre. C'est en cela qu'on peut parler d'une éthique soignante, non pas comme l'application des recommandations et des règles, mais comme la capacité à faire communiquer ces règles ainsi que les savoir-faire et les savoirs acquis avec l'écoute d'une personne, l'écoute d'une situation personnelle qui fait naître des pratiques à chaque fois nouvelles. On peut parler d'éthique parce que le soignant fonde son geste sur la relation, parce que le geste de soin trouve son sens dans une maîtrise technique mise au service du patient, pas comme pour tous les patients, mais pour ce patient. C'est aussi en cela que mon travail s'est lui-même astreint à une éthique, en prenant à cœur de restituer les propos de ces soignants, en développant un style d'analyse qui se veut à la fois documentaire et interprétatif. L'enjeu a été pour moi de rendre justice à la particularité de leur manière de soigner, de mettre en lumière leur manière d'inventer l'acte de soin, tout en soulignant les discussions conceptuelles que leur description de l'acte de soin engage à penser. Ce qui m'a particulièrement intéressée depuis ma thèse de doctorat et qui continue de m'intéresser, c'est donc le dévoilement d'une autre voie pour penser la relation à partir des circonstances extrêmes que l'on peut observer en santé. C'est aussi ce qui permet d'aborder l'humain à l'aune de l'entremêlement de la relation, dans ce que Maldiné appelle l'ici en deux de cette relation, entre temps, entre corps, entre lieux, entre mondes, entre dits. C'est donc un décloisonnement de l'idée d'existence, la proposition du phénomène de l'ensemble comme un préliminaire à toute séparation. Le soignant a ce pouvoir par son geste d'ouvrir un état intermédiaire, un entre, où il abrite le patient. Le monde du patient est détruit, il ne peut pas exister par lui-même, il est délogé de lui-même, mais il est accueilli dans l'acte de soins critique pour s'y loger comme dans un nouvel endroit pour exister encore.